Le micro souffert. Voilà, c'est bon, il ne va plus bouger. Donc, alors c'est vrai que ce matin, j'avais introduit la journée aussi en parlant de tension et de questionnement sur finalement ce qui est dans la continuité, ce qui est dans la rupture, et les enjeux de qualification des objets, des effets et de régulation. On a été au cœur de ces discussions. Tout ça a été au cœur de discussions et de ce colloque très, très, très enrichissant. Et en conclusion, il y a quelques points que je souhaiterais mettre en avant. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que on a clairement eu aussi des avancées en termes de connaissances et de discussions sur la question du déterminisme technologique. Il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont dites sur le fait que l'IA, c'est une question de finalité et de pouvoir. Et que ce qui compte, c'est aussi de s'interroger sur les raisons pour lesquelles un projet d'IA est introduit dans une entreprise ou une administration. Et à cet égard, ce qui se passe à France Travail est éloquent dans la finalité d'un projet quand il est introduit avec effectivement cette logique de contrôle du demandeur d'emploi qui, au passage, est en totale contradiction avec la charte qui a été adoptée par France Travail, qui, par ailleurs, n'a jamais été vraiment négociée. Donc ça, c'était sur la dimension des chartes. Cet enjeu de choix et de finalité, il renvoie explicitement aussi à la façon dont on peut introduire finalement une finalité, ou en tout cas une prise en compte des enjeux de travail, la représentation du travail. J'ai beaucoup apprécié, je le prends pour moi, cette formulation, je ne l'avais pas, mais effectivement, nous, dans l'approche qu'on avait, on parlait plutôt des règles métiers, de faire remonter le travail concret dans la finalité du projet. C'est un enjeu de finalité, cet enjeu de la représentation du travail dans les finalités d'un système et d'un projet d'IA. On a parlé beaucoup de système d'IA, mais d'abord c'est un projet qui est porté par une direction dans une entreprise ou une administration. C'est quelque chose qui fondamentalement peut modifier complètement les choix qu'on fait collectivement, et encore faut-il en être capable. Julien nous a beaucoup mis en avant aussi cet enjeu, cet impact, ces effets organisationnels, et c'était clairement un enjeu majeur de ce colloque que de ramener aussi l'importance qu'ont les enjeux organisationnels. Sur cette question de l'objet IA, finalement continuité, rupture, ce qui a été très intéressant dans la façon dont Romain nous a présenté l'IA, c'est d'abord effectivement de nous rappeler que l'IA, c'est pas que des algorithmes, l'IA c'est plein de choses, c'est des inférences, c'est de l'algorithme, c'est des modèles, c'est une multiplicité et un caractère non monolithique en tout cas des types d'IA, avec quand même toutefois cette particularité spécifique qu'ont les IA probabilistes et les IA connexionnistes par rapport aux systèmes experts qui sont les systèmes qui prévalaient avant le machine learning. Sur les effets, jusqu'à la fin du colloque, on a finalement parlé plus des risques que des opportunités, en quelque sorte. Ce qui, moi, m'a frappé dans les discussions, c'est que finalement, il y a eu aussi une forme de discussion entre est-ce que c'est le degré ou est-ce que c'est l'impact qu'a l'IA, est-ce une question de degré ou est-ce une question de nature ? J'avais introduit la discussion sur les effets en disant finalement il y a quelque chose qui relève de la rupture et qui est inédit dans les impacts de l'IA. C'est quelque chose qui a émaillé les discussions tout au long du colloque, avec vraiment cette tension entre la dimension le degré, est-ce que c'est juste une question d'intensité ou est-ce que c'est quelque chose de différent. Moi j'ai envie de dire qu'en fait y compris dans ce que tu as dit, pardonne-moi de FO ton prénom, excuse-moi, Céline, en fait
tu as démarré ton intervention en disant finalement je ne sais pas si c'est nouveau, mais tu n'as pas arrêté de mettre en évidence le fait que ce qui se passe dans le management algorithmique, c'est quelque chose qui est quand même vraiment, vraiment très spécifique. Et c'est ça, moi, qui me frappe aussi dans finalement tous les témoignages qui ont été donnés et toute la table ronde sur les impacts, sur le risque psychosociaux et santé au travail l'a bien, bien énoncé, c'est qu'en fait, quand même, il se passe quelque chose de spécifique. Et le simple fait qu'effectivement on démarre, quand on commence à en discuter en se disant je ne sais pas si c'est nouveau, mais que finalement quand on prend la mesure et quand on l'énonce, on comprend finalement qu'il se passe quelque chose de spécifique, ça relève aussi de ce processus. Alors Pascal, tu dis qu'il ne faut pas parler d'acculturation mais d'éducation, mais ça relève aussi de ce processus-là d'acculturation, enfin d'éducation collective, qui en quelque sorte consiste à dire, en fait, je ne prends conscience réellement de ce qui se passe avec les systèmes d'intelligence artificielle qu'à partir du moment où je me pose vraiment sur cet objet et que je regarde ses impacts sur le travail, dans mon collectif de travail et auprès des travailleurs que j'accompagne dans mon quotidien. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose de fort. Et ta tension propre dans tes propos, pour moi, était assez éloquente à cet égard-là, parce qu'on a vraiment cet enjeu-là d'appropriation collective de ce que c'est que l'IA, même si on n'est pas des experts de l'IA. On a aussi beaucoup eu finalement des éléments de réflexion sur cette dimension d'ambiguïté. On a les ambiguïtés des effets, les risques et les opportunités. Alors les opportunités, voilà, les cas d'usage. Enfin, Romain nous a énoncé toute une série de cas d'usage, et puis Hervé, tu as terminé aussi par les cas d'usage tout simplement dans le monde syndical. Mais on a beaucoup insisté aussi sur les risques, et ça a été quelque chose qui a été réellement au cœur des éléments de discussion. Alors maintenant sur la régulation. Ce qui ressort de l'ensemble des contributions qui ont été apportées au colloque, me semble-t-il, c'est en fait à la fois le message que finalement on a quand même beaucoup d'outils juridiques à notre disposition. On en a longuement parlé pendant la table ronde sur l'ensemble des textes européens qui sont à notre disposition. Certains, malheureusement, n'étant pas encore transposés, donc étant dans un champ limité, notamment la directive plateforme. On a aussi, et moi, me semble-t-il, et ça c'est un point important, en fait, mis en évidence la complexité d'articulation de ces textes. Et moi, j'étais en train de... pourtant, j'ai travaillé sur le sujet. Et à vous écouter, je me suis dit, mais là, il y a vraiment une forme de maquis pour un militant syndical. Je travaille au service des organisations syndicales. Donc, cette appropriation, elle ne va pas du tout de soi. Et y compris dans l'articulation qu'on a des textes, c'est-à-dire de savoir comment à un moment donné je peux mobiliser le RGPD, comment à un autre je vais pouvoir utiliser le RIA, et comment je vais pouvoir... alors, pour l'instant, c'est un peu fantasmatique la directive plateforme, mais tout le monde rêverait de pouvoir l'avoir étendue sur le chapitre sur la gestion algorithmique. Et puis, pourquoi pas un nouveau texte, que certains acteurs européens et les commissaires Schmitt avaient appelé de ses voeux avant les nouvelles élections européennes. Cette articulation-là, au niveau juste légal, des règlements, elle ne va pas de soi. Et donc, elle nécessite réellement un effort d'appropriation. Et je pense même, c'est une question de jeu de piste pour savoir comment je peux me repérer, moi, dans mon collectif de travail, dans ces différents textes. Sur la question du dialogue social, alors, c'est vrai que Charlotte a beaucoup insisté sur la nécessaire adaptation, l'opportunité et l'adaptation du dialogue social. Alors là, pour le coup, je suis désolée, mais je vais parler effectivement du projet qui a occupé quand même des représentants de 6 organisations syndicales pendant 18 mois, qui est un projet qui a été porté par l'IRES, qui est l'Institut pour les organisations syndicales, qui s'est clairement posé sur l'objet du dialogue social et d'une réflexion sur faut-il ou pas faire un référentiel méthodologique du dialogue social. Alors on dit technologique parce qu'on a été cofinancé par l'ANACT, mais du dialogue social autour de l'IA. Et oui, ça veut dire faire du dialogue social, si possiblement dès l'amont, ça veut dire cartographier les IA, ça veut dire justement avoir une forme de kit de survie pour voir comment je m'y retrouve entre le RGPD, le RIA à venir, le Code du travail, l'article 23.12.8, le fait que j'ai des LEDURP, tout ça ne va pas du tout de soi.
Et je pense que vous avez devant vous de longues sessions de formation à l'ISTO, parce qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose qui relève de la capacité qu'on va avoir à articuler tout ça avec la boîte qui existe, la boîte à outils qui existe du droit, et en plus qui va venir, et aussi ce qui ne va pas du tout de soi, c'est-à-dire que dire on a tout ce qu'il faut, ok, mais en fait, comment articuler et faire du dialogue social itératif dès l'amont? D'abord, déjà, il n'y a pas de dialogue social, il y en a très peu. Donc, comment est-ce que je convainc ou comment est-ce que j'amène ma direction à ne pas finalement être dans une sorte de délit d'entrave quand j'ai 50 projets qui sont en train d'être déployés, y compris en phase d'expérimentation, sans aucune information, consultation. Et donc l'enjeu, il est effectivement là, mais une fois que, mettons, qu'on y arrive, ça veut dire qu'il y a des modalités particulières d'organisation du dialogue dans la temporalité du projet, parce que le projet a une temporalité, il a des tests, des expérimentations, il peut y avoir des biais qui apparaissent au fur et à mesure, et là ça m'amène aussi à des éléments de réflexion sur finalement toute la réflexion qu'on a eue sur le droit mot et la cojection et la codétermination. Les chartes ont toujours été considérées comme une forme d'outil qui permettent de gérer un peu l'entre-deux entre finalement l'arrivée du droit. Et c'est vrai que ce qui est frappant à l'heure actuelle, c'est que d'abord, je pense qu'il y a des éléments inspirants qui existent pour faire des chartes. Et l'accord cadre européen de 2020 énonce un certain nombre de principes pour une IA digne de confiance qui sont tout à fait intéressants. Et de même que le rapport du Conseil d'État sur l'IA de confiance dans l'administration publique était très, très, très pertinent. La question, c'est qu'effectivement, il y a un décalage, il y a un hiatus complet entre les principes énoncés dans ces chartes éthiques, qui ne sont pas les chartes d'usage de l'IA générative, qui sont très différents, et la réalité. Et France Travail, je pense, c'est vraiment l'incarnation de ça. Et heureusement, on ne cite plus la charte de France Travail comme une bonne pratique, parce que pendant très très longtemps, ça a été quand même la bonne pratique mise en avant dans tous les cercles gouvernementaux, je dirais, sur le sujet de l'IA. Je terminerai en amenant finalement des points de questionnement qui m'amènent à identifier finalement une forme de tension à la sortie, donc la tension à l'entrée et la tension à la sortie. Il me semble qu'en fait on a beaucoup apporté d'espoir, ou en tout cas de messages sur le fait qu'il y avait des outils pour gérer la question de la transparence et de l'explicabilité. Et alors pour le coup, ça me laisse par plusieurs aspects un peu interrogatif, donc c'est ma propre interrogation, parce que ce qui moi me frappe quand on discute, et donc ça a été un des éléments de discussion aussi dans le projet d'IA avec des data scientists et des spécialistes de l'IA, c'est bien le fait qu'il y a de plus en plus de difficultés à ne serait-ce que comprendre ce qu'un système fait. Donc je prends une citation de l'Office central pour les choix technologiques du Parlement qui a sorti un rapport en novembre 2024 qui dit « Les réseaux de neurones profonds sont si complexes qu'il n'est plus accessible, même pour un développeur, de comprendre pourquoi telles ou telles entrées permettent telle ou telle sortie. » Donc moi, je pense, la question de la boîte noire, sur des algorithmes simples type Deliveroo, la CAF, etc., ça va. Quand on est sur en plus de l'IA agentique qui va utiliser des bouts de modèles de langage, et tout ça importé et paramétré, alors oui, peut-être paramétré, effectivement, sur des données internes, peut-être, mais du coup, et je terminerai là-dessus, finalement, ça nous ramène à quelle IA on veut. Et une IA qui est introduite avec des règles métiers spécifiques, qui reprend ce que disait Julie sur la question de la représentation du travail, c'est-à-dire une IA, un projet d'IA qui est adapté aux besoins et qui n'est donc pas acheté sur étagère à un fournisseur qui n'a qu'un seul objectif en tête, c'est le profit, justement, et c'est capter la valeur. Ça, c'est quelque chose qui peut ramener aussi du pouvoir et de la discutabilité dans l'entreprise ou l'organisation. Et puis, dernier point, c'est vrai que j'ai eu moi aussi un peu une frustration sur la faible présence des enjeux environnementaux dans nos discussions. Et aussi, je trouve qu'on a peu parlé d'IA de confiance, c'est ce qu'on entendait par l'IA de confiance, de même que le contrôle humain
ça ouvre des abîmes de perplexité quand on réfléchit à la façon dont le règlement sur l'IA traite du contrôle humain. Et voilà, c'est les points sur lesquels je termine. Mais du coup, ça laisse plein d'autres réflexions à venir. Et merci beaucoup pour l'opportunité de donner de cette participation.